Merci pour l'eau. Les Israéliens ont détruit toutes les canalisations avec leurs bulldozers. Oui, je sais, ils ont rasé systématiquement toutes les infrastructures. Regarde, j'ai tout perdu. Tout. Tous les jours, Khadija attend que les ONG remplissent sa citerne d'or bleu. Une citerne pour 50 personnes environ. Pour elle, c'est une question de survie. Elle fait partie des 300 000 Gazaouis sans accès à l'eau potable. Il n'y a pas de vie sans eau. Je suis en vie, mais je me sens morte. À Gaza, l'eau est une arme de guerre. Et cette guerre-là a commencé bien avant l'offensive israélienne. Depuis le blocus contre le Hamas, ni fuel, ni électricité pour alimenter les pompes, ni pièces détachées pour réparer puits, canalisations, stations d'épuration bombardées. Et trêve ou pas trêve, ça continue. Ibrahim travaille pour le service des eaux de Gaza. Il fait visiter à des humanitaires d'Oxfam un puits public détruit par un missile israélien. C'était la semaine dernière, en plein cessez-le-feu. Vous pouvez voir l'endroit par vous-même. Ici, l'impact direct du missile. Ils ont ciblé cet endroit sciemment. C'était un espace fermé. Il n'y a pas de résistance ici, dans ce puits. Peut-être y a-t-il des combattants à l'extérieur, dans les rues, mais pas à l'intérieur du puits. Ils ont plein d'autres endroits adaptés pour tirer. Mais comment voulez-vous envoyer une roquette d'ici vers Sderot? C'est un lieu entièrement fermé. Qu'est-ce que cela signifie? Demandez à l'armée israélienne qu'est-ce que cela signifie de bombarder un puits qui sert la population, qui sauve des gens que vous-même, Israéliens, avez transformés en réfugiés. On est censé observer un cessez-le-feu des deux côtés. Et on voit très bien dans ce puits, s'il y avait eu quelqu'un en train d'y travailler au moment où le missile l'a frappé, eh bien il serait mort. Les gens risquent leur vie tous les jours ici pour assurer les services les plus basiques à la population, à 1,5 million de personnes qui franchement ont passé les 20 derniers mois à être punis pour quelque chose sur lequel ils n'ont aucun contrôle. À lui seul, ce puits desservait 12 000 personnes. Une dizaine d'autres ont été détruits. Il dépendait pourtant de l'autorité palestinienne, pas du Hamas. Et sans matériel pour réparer, c'est tout Gaza qui s'enfonce dans une crise sanitaire majeure. Mais ici, au service des eaux, on reçoit toujours la même réponse des Israéliens, c'est non. Il y a une volonté politique claire de nous compliquer la vie. On nous donne systématiquement le même argument. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de laisser entrer tel ou tel matériel dont on a besoin. Et je ne parle pas de matériaux en acier ou en fer, je parle de plastique, de PVC. Bref, de matériaux qui ne pourraient pas être détournés pour fabriquer des armes. Les conséquences sont d'ores et déjà dramatiques pour l'environnement. La visite continue pour l'équipe d'Oxfam qui découvre une nouvelle facette de cette guerre. Nous sommes dans une zone agricole au sud de Gaza City. Vous voyez là, il y avait le bassin d'épuration. Il a été bombardé par un F-16 israélien et avant ça, leurs chars ont détruit une grosse conduite d'eau usée. Donc il y a eu une première vague de boue venant de là quand ils ont détruit la conduite et ensuite quand ils ont touché le bassin, c'est venu par là. Les égouts de Gaza, mélangés à du sable, stagnent maintenant dans ce qui était avant une zone agricole fertile. Mohamed Kandil y cultivait des pommes de terre et des oliviers. Vous voyez là la cime de ces arbres. Le reste a été submergé par la coulée. Mohamed a ramené sa pelle pour montrer où se situait le niveau de la terre avant les bombardements. On peut rien faire avec ça, c'est juste de l'eau et de la merde. On ne pourra pas reprendre l'exploitation de cette terre avant 2 ou 3 ans au mieux. Et d'ici là, eh bien on ne sait pas ce qu'on va devenir, parce que chaque propriétaire de parcelle ici fait vivre une dizaine de familles. Et quand ce n'est pas dans les champs de Mohamed, les Gazaouis regardent impuissants leurs égouts se déverser dans la mer et polluer la nappe phréatique. Une bombe à retardement cette fois, dont les dangers sont encore difficiles à estimer, car les produits chimiques nécessaires aux analyses sont eux aussi interdits d'entrée. Trois semaines de violence ont gravement détérioré les infrastructures de la bande de Gaza. Un cessez-le-feu précaire est en vigueur, mais les conditions de vie des habitants ne s'améliorent pas. Dans le camp d'Al-Shati, au nord de Gaza, l'école est utilisée comme abri. La population manque de tout, de nourriture, de soins et d'eau.
Les lignes électriques, les pompes d'eau et d'assainissement ont été endommagées par les bombardements. Dans ces conditions, même les gestes quotidiens sont presque impossibles. Nous sommes venus ici parce qu'il n'y a ni eau ni électricité et nos maisons ont été détruites. Environ 500 000 Palestiniens de la bande de Gaza n'ont toujours pas accès à l'eau courante et les égouts continuent de couler dans les rues. Sans électricité, il est impossible de pomper l'eau et de traiter les eaux usées. L'accès limité à une eau potable entraîne des risques pour la santé, en particulier pour les enfants de moins de 5 ans, qui sont les plus vulnérables face à la propagation de maladies comme la diarrhée ou le choléra. Les éclats d'obus ont détruit les réservoirs d'eau. Nous n'avons pas de maison, pas d'eau, rien. Nous ne pouvons pas vivre sans eau. Nous n'avons pas d'électricité, pas de gaz et pas d'eau. Nous voulons vivre comme des enfants. Nous n'avons rien. L'UNICEF et ses partenaires ont distribué plus de 66 000 bouteilles d'eau et des fournitures d'urgence pour l'eau et l'assainissement à quelques 30 000 personnes. L'accès à l'eau et la nourriture est une priorité, mais pour retrouver un semblant de vie normale, l'UNICEF se prépare aussi à donner aux écoles du matériel de remplacement aux établissements scolaires qui ont subi de gros dégâts à cause du conflit. Actualité à l'étranger avec ce soir encore le sort de Gaza. Hier, on en parlait, Israël a légèrement desserré son étau dans ce territoire sous perfusion internationale. L'aide a donc repris, mais au compte-gouttes, et on se bat là-bas pour un peu d'eau ou un peu de carburant. Sur place, Charles Anderlin, Talal Abouramé. Encadrés par le Hamas, des femmes et des enfants tentent de se réfugier en Égypte et fuir la misère de Gaza. Les gardes-frontières égyptiens les repoussent, d'abord avec des jets d'eau, puis ouvrent le feu. Il y a 5 blessés. Le Hamas n'a pas de mal à pousser une population excédée à manifester. À Gaza, la situation se détériore au fil des jours. Dans ce quartier, par exemple, les habitants viennent chercher l'eau potable au point de distribution géré par l'ONU. Au cours du mois dernier, on a eu de l'eau au robinet une seule fois. Alors on vient faire la queue ici, parfois pendant 1 heure. Motif, les pompes des puits sont en panne. Ce puits, il y a maintenant 1 semaine, ce puits, il est arrêté. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de fioul. Problème identique à la station d'épuration des eaux usées. Par manque de fioul, là aussi, le générateur a cessé de fonctionner et un liquide nauséabond et malsain inonde le quartier. Ailleurs, les égouts de Gaza se déversent désormais dans la Méditerranée. L'eau du robinet n'est pas propre, elle donne la diarrhée à mes enfants. Les Israéliens, eux, utilisent de l'eau potable pour laver leurs voitures et remplir leurs piscines. Ça ne peut pas continuer comme ça. On veut de l'eau potable, c'est notre terre après tout. Un coup d'œil sur le pays montre la gravité de la situation. Dans les territoires occupés, 130 localités n'ont pas encore l'eau courante. Mustafa Kassim a vendu son troupeau pour s'acheter un tracteur. Quand les routes ne sont pas bloquées par les chars israéliens, il s'en sert pour aller chercher de l'eau dans les villages voisins. C'est ce qui lui permet de faire vivre sa famille. La citerne contient 3 mètres cubes et demi qu'il revend 40 shekels, environ 10 €. Mieux vaut ne pas imaginer ce qui se passerait si la source à laquelle il s'approvisionne et qui fait vivre plusieurs villages des alentours venait à se tarir. Ce serait une catastrophe. Malgré la dureté de la situation, pour Mustafa, le commerce passe avant tout. Ceux qui ne peuvent pas payer ne sont pas servis. Mais comme tout le monde a absolument besoin d'eau, ils paient, même s'ils doivent emprunter aux voisins.